Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots in the west. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. Bonsoir tout le monde, bon début de semaine sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Bonsoir Christian, j'espère que tu as passé un excellent week-end. Oui, absolument. J'ai dû déneiger un petit peu, là. J'imagine que vous aussi à Québec, vous avez eu un peu de neige durant le week-end. Oui, un petit peu, effectivement. Mais on devrait en avoir un peu plus mercredi et jeudi, là, dépendamment des secteurs du Québec. Tu m'annonces-tu une autre tempête là, cette semaine? Malheureusement, oui. Ah, ben tu sais, je dis une autre, mais en même temps, on a des températures qui sont quand même assez clémentes depuis le début de l'hiver. On va pas trop se plaindre, mais oui, il y a des accumulations. Ça cause des fois des fermetures d'école, des fois ça fait en sorte qu'on est plus en mode cocooning à la maison. Mais c'est quand même drôle parce que, écoute, je suis un vieux monsieur, tu le sais. Mais quand j'étais petit, là, quand j'étais jeune, on est dans les années 70, là, au début des années 60. Ah, il fallait qu'il y ait les gens qui nous écoutent, qui sont de ma génération, il fallait qu'il y en ait de la neige pour qu'on ferme les écoles. Écoute, aujourd'hui, on dirait que, on a un petit 10, 12, 15 cm de neige. Oh, ben, on ferme les écoles. Hey, dans mon temps, il fallait qu'il y ait un toit puis il y ait de neige qui tombe pour qu'on ferme les écoles. On est plus prévoyant malgré le fait qu'on a des voitures maintenant qui sont 4x4 ou presque. On a toute la technologie devant nous. Ce ne sont plus des tracteurs ou encore des skidoo qui viennent chercher les enfants quand il y a des tempêtes de neige. Mais bon, ça, autre temps, autre coutume, mais effectivement, oui. Mais écoute, c'est ça, des fois, ça me fait un peu sourire. Je sais pas, parce que faut toujours se méfier des souvenirs de l'enfance. Parce que quand on était petit, fait qu'on se dit, on avait des super gros bancs de neige. Mais oui, mais on mesurait 3 pieds. Tu comprends? Ça. Donc, on a 7-8 ans, on n'était pas très grand. Puis moi-même, aujourd'hui, je suis pas très grand. Mais quand j'étais petit, j'étais plus petit. Donc, on avait l'impression que les bancs de neige étaient énormes, très, très hauts. Est-ce que c'était la réalité? Et en même temps, il y avait une partie de vrai, parce que à cette époque, dans les années 70, souvent, les charrues, comme on disait, ramassaient la neige et les plaçaient au centre de la rue, sur ce qui est généralement la zone gazonnée, là, au centre des rues, ou bien sur les côtés. Et souvent, on les laissait là. C'est-à-dire qu'il y avait pas un camion qui venait pour les ramasser, là. Donc, la neige s'accumulait, là. Quand on arrivait au mois de janvier, on avait un méchant banc de neige au milieu de la rue. Bon, ça faisait des forts là-dedans. Puis c'était vraiment pas approprié parce que quand la charrue passait, elle remettait de la neige par-dessus le temps. Fait que, écoute, les souvenirs que j'ai de mon enfance dans cette période d'hiver, c'est souvent d'énormes bancs de neige, et je me rappelle surtout que on pouvait fermer l'école peut-être une fois dans l'année parce que c'était épouvantable. Mais aujourd'hui, on dirait que dès qu'il y a un peu de neige, soudainement, c'est fermeture d'école. Je sais pas si c'est mes souvenirs, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont de ma génération, peut-être se rappellent-ils de ça aussi. C'est amusant, mais bon, effectivement, tout ça pour en revenir à te dire que oui, mercredi, pour la région de Montréal, ça va débuter mercredi en fin de journée. Pour la région de Québec, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi et dans la matinée de jeudi. Oui, il y aura de fortes accumulations de neige qu'on nous annonce. Et je t'ai cœuré de ça. On est quasiment à mi-chemin. Je te cache pas. Écoute, chaque jour, je regarde la photo de ma Camaro, puis là, je me dis, c'est le mois d'avril, peux-tu arriver? Ah ouais? Une quelle année? 1999. Oh! Modèle Z28, le dernier des modèles à être sorti des usines de Boisbriand au Québec. Donc, sur la dernière chaîne de montage. Ça a été une série Camaro spéciale qu'ils ont fait pour la fermeture de l'usine, une Z28. Et c'est ce modèle-là que j'ai acheté quand elle est sortie de l'usine. Une fête au Québec. Une fête au Québec. Et voilà, donc je la conserve précieusement. Quand on la voit, on a l'impression qu'elle est sortie de l'usine hier, tellement
tout est parfait dessus. Là, je laisse jamais la situation se dégrader. Là. Tu iras la polir un peu en espérant que la neige fonde plus vite. Oh oui, mais là, de toute façon, elle est à l'abri de la neige. Hein. Elle a jamais circulé l'hiver. Hein. J'espère. Donc, dès qu'arrive le mois d'octobre, là, elle est placée dans un hangar et je ne la sors qu'au mois d'avril. C'est un petit peu mon cadeau puisque mon anniversaire est en avril. Donc, c'est un peu chaque année, c'est un plaisir renouvelé de dire, c'est mon anniversaire, je ressors ma Camaro. Très cool. Ouais. Je savais pas que tu étais un passionné d'auto aussi, ou c'est peut-être juste la Camaro, c'est celle-là, c'est la tienne. Écoute, moi, là, je suis pas un passionné. Il y a une différence entre être un passionné de mécanique et un passionné de voiture. Oui. Tu comprends? Effectivement. Moi, là, la mécanique, ça ne m'intéresse pas. Donc, quand on entend des conversations de maniaques de mécanique, ils sont là, oui, ça, c'est un moteur, un tel ou un tel, telle force de moteur. Je suis complètement nul là-dedans. Je connais strictement rien. Même quand j'arrive au garage, si mon mécanicien, qui lui connaît ma voiture, mais s'il me posait la question, quel genre de moteur que tu as là-dedans, moi, la seule chose que je peux répondre, c'est le même moteur que les Corvettes de la même époque. C'est la seule chose que je sais. C'était le même moteur qui était dans la Corvette que dans la Camaro. Mais en dehors de ça, je connais strictement rien à la mécanique. Mais en revanche, j'aime les voitures et j'aime les vieilles voitures. Donc, quand je vais dans un spécial où il y a un regroupement de vieilles voitures, je suis assez aguerri pour te dire, ça c'est un Chevrolet 1957, un Bel Air 57, ça c'est un Ford 1934, Rambler Seat. Tu sais, je connais assez bien mes modèles, je connais mon agenda des belles voitures. Tu sais, mais en dehors de ça, je connais rien à la mécanique. Mais j'aime les belles voitures et j'aime les vieilles voitures. Et c'est amusant parce que on prend une seconde pour dire ça, mais si j'ai une Camaro, c'est parce qu'en réalité, ce que j'aurais souhaité, c'est une Jaguar E. Donc, les gens qui nous écoutent, qui connaissent les voitures, connaissent ce modèle-là, le modèle E des années 60. C'est une voiture qui était magnifique. Aujourd'hui, là, si on veut en avoir une qui est dans parfaite condition, on doit débourser là, à peu près 200 000 $. Ça te donne une idée. Et à l'époque, j'aurais voulu une Jaguar E. Mais comme je connais rien en mécanique, un bon ami à moi me dit, écoute Christian, est-ce que tu as les moyens d'en acheter une neuve à 200 000 $? Je dis non. Ben, il dit, si t'as pas les moyens d'en acheter une neuve, t'as surtout pas les moyens d'en acheter une usagée. Parce que la mécanique de Jaguar était une mauvaise mécanique. C'était une belle voiture qui est très recherchée par les collectionneurs, mais sur le plan mécanique, c'était pas une mécanique qui était fiable. Donc, il me dit, tu auras à te mettre le nez dans la mécanique continuellement, même tu devras faire usiner des pièces, parce qu'il y a des pièces qui n'existent plus. Oui, donc, il faut vraiment être un mordu de mécanique pour pouvoir se procurer une voiture comme celle-là. Et quand la Camaro 99 est sortie, la Z28 en particulier, est sortie des usines de Boisbriand, elle avait un petit look de Jaguar, hein, le devant, la façon dont les lumières étaient faites, et tout ça, un gros museau, si je peux dire, comme dans la Jaguar. Et donc ça m'a attiré. Voilà, il y avait des lignes dans la Camaro Z28 qui me rappelaient vaguement la Jaguar E, et c'est pourquoi j'ai porté mon dévolu sur cette voiture. C'était notre volet voiture et mécanique ce soir. J'adore entendre parler d'automobile, mais ce sera pas ça le sujet ce soir. On est de retour dans la thématique du lundi OVNI, et c'est l'affaire de l'école primaire Ariel. Où est-ce? Quand est-ce? Écoute, l'école Ariel, ça se trouve au Zimbabwe, en Afrique. Donc, on est dans la partie australe de l'Afrique. C'est à peu près une trentaine de kilomètres au sud-est de Harare, qui est la capitale du Zimbabwe. Donc, pourquoi je te parle de cette histoire? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même le bout du monde. C'est vrai que c'est une région, on n'est plus dans la capitale, hein, et on est vraiment dans une zone qui est beaucoup plus agricole. Il y a énormément de planteurs. Et l'école, on est à la ville où ça se trouve, le village, ça s'appelle le village de Roua. Et donc, comme je l'ai mentionné, on est à peu près une trentaine de kilomètres de la capitale. Et c'est une région qui est occupée surtout par des familles assez aisées qui sont dans la plantation. On a des populations mixtes, donc on a autant des gens qui sont originaires d'Afrique, donc des peuplades, des gens noirs, et on a des gens blancs, donc une
communauté assez mixte, noir et blanc, qui s'entendent relativement bien, quoi qu'il faut quand même se rappeler que juste un peu plus au sud, c'est l'Afrique du Sud qui a longtemps préconisé un régime d'apartheid où les Blancs avaient le contrôle et les Noirs étaient une sous-population. Donc c'est sûr qu'entre les populations noires et les populations blanches, que ce soit du Botswana qui est un peu plus au sud ou du Zimbabwe, il y a quand même des frictions qui se font. Mais là où on parle, donc on est dans le petit village de Roua, on est dans des communautés agricoles, noires, blanches, on s'entend relativement bien, on a une école privée qui est l'école Ariel, c'est là que va se produire notre incident d'aujourd'hui. Et pourquoi j'ai choisi de te parler de cet événement-là? Parce que certains ufologues, des amateurs d'OVNI, présente cette histoire-là comme étant l'une des histoires les plus surprenantes de l'histoire de toutes les ovnis. Donc, depuis l'ère moderne des, entre guillemets, soucoupes volantes, qui débutent dans les années 40, en 1947, pour être précis. Donc, évidemment, il y a des cas qui ont fait école, et cette histoire-là est souvent présentée par des amateurs comme étant une des meilleures histoires d'ovnis. Et tu vas le comprendre, la raison est simple, c'est que généralement, lorsque l'on parle d'observation d'ovnis, c'est généralement un ou deux témoins. Les statistiques le montrent très, très clairement. 90% des observations d'ovnis sont rapportées par un seul et unique témoin. Dans le cas de l'école Ariel, les amateurs d'OVNI disent qu'il y avait 62 enfants qui ont été témoins de cet événement. Et c'est pas un simple événement du genre lumière qui traverse le ciel. Les enfants, puis on va le voir, ont rapporté non seulement l'atterrissage d'un aéronef, mais également la présence de créatures humanoïdes près de l'objet. Et tout ça se passe en plein jour. Donc, une observation qui est quand même assez particulière. On est en plein jour, une soixantaine de témoins, une rencontre dite du troisième type avec observation de personnages. Donc, c'est une observation importante. Mais en fait, c'est une observation qui, quand on la prend et on la décante, on s'aperçoit qu'elle a des maillons faibles. Et aujourd'hui, bon, l'an passé, faut le dire, en 2022, il y a un documentaire qui est sorti, qui s'appelle Ariel Phenomenon, qui est un documentaire de presque 2 heures, qui décrit cette observation. On y présente des films d'archives, parce que l'événement s'est produit en 1994. Donc, on nous présente des films d'archives avec les enfants de l'école, qui, à l'époque, c'était quand même une école primaire. On parle d'enfants qui étaient âgés entre 5 et 12 ans. Et là, je dis école primaire, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est une école où on a toutes les classes mélangées, mais bon, pour les besoins de la course, on le compare aux écoles que l'on a ici, là, au Québec. C'est à peu près l'équivalent d'une école primaire, donc des enfants âgés de 5 à 12 ans, et donc, qui, à l'époque, avaient 5 et 12 ans. Donc, dans ce documentaire de 2022, on a retrouvé certains de ces enfants qui, aujourd'hui, sont des adultes, bien sûr, certains ont quitté le Zimbabwe, se sont retrouvés en Europe, même en Amérique, et ils ont embrassé des carrières tout à fait différentes. Et dans bien des cas, leur carrière, la carrière qu'ils ont décidé d'entreprendre, c'est une carrière qu'ils disent avoir été influencée par cette observation de 1994 qui les a très marqués. Donc, on va regarder un peu cette histoire-là. Est-ce qu'elle est aussi extraordinaire qu'on le raconte, que les ufologues nous le racontent? Et dans quelle mesure cette observation doit-elle influencer l'univers des ovnis? Je pense personnellement que c'est un cas école, mais pas pour les raisons que les ufologues prétendent. Mais bon, on va y revenir, on va le décanter. On a 1 heure pour décanter l'histoire. Et la seule chose que je veux dire à propos de ça, puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont m'haïr à l'autre bout, il faut toujours se rappeler que moi, j'analyse cette histoire-là non pas en termes d'être un sceptique, ni non plus en termes d'être un croyant. J'en ai rien à cirer. On s'entend bien, là. J'ai rien à cirer de ce débat-là, croyant, sceptique. Je m'en fous. Mais ce que je fais, je vais décanter cette histoire-là en bon journaliste. Quels sont les événements qui ont été vérifiables? Il faut savoir qu'il y a des journalistes qui ont couvert cet événement-là, qui étaient des journalistes notamment de la BBC, qui étaient sur place à l'époque, et qui documentaient des événements sociaux qui se passaient au Zimbabwe. Évidemment, se sont retrouvés un peu, parce que l'histoire a été médiatisée dès le départ, donc ils se sont retrouvés là-dedans. Donc on a quand même les films d'archives de la BBC, les films d'archives qui ont été tournés par des enquêteurs locaux. En fait, il y a 2 enquêteurs principaux qui se sont intéressés à cette histoire-là. 2 enquêteurs, j'allais dire malheureusement
trop lié à la question des ovnis, parce que malheureusement c'est souvent ça. Lorsque des observations d'ovnis, ça intéresse les amateurs d'ovnis, puis bien souvent les amateurs d'ovnis ne font pas nécessairement preuve de sens critique par rapport aux événements qui sont rapportés. Et ici, à mon avis, l'affaire Ariel est un gros gaspillage. Et je vais expliquer pourquoi je pense ça. C'est un cas école, mais encore une fois, j'insiste, pas un cas école comme on voudrait que ce soit. Donc, cette histoire-là est une histoire importante. Et comme le documentaire est sorti, beaucoup de gens m'ont écrit, est-ce que vous avez vu le documentaire? Oui, je l'ai vu. Je n'ai pas été impressionné ou renversé, même si la publicité du documentaire disait, vous allez être renversé. D'ailleurs, pour se mettre dans le bain avant de débuter notre histoire de l'école Ariel, on a une petite capsule qui est un petit bout de la bande-annonce qui est très longue. Elle fait 2 minutes 40, la bande-annonce. Je l'ai réduit à 1 minute, mais on va comprendre un peu l'essentiel de cette histoire et ensuite, on entre directement dans notre thématique de ce soir, l'histoire de l'atterrissage de l'école Ariel au Zimbabwe. Ariel School, 19th September 94. Could you tell me what you saw on Friday? The silver thing in amongst this clump of trees. We saw this black figure running. His face was like this and his eyes were down here. I just thought it was some kind of alien from a different planet. When you looked at those children, they were absolutely credible. And whereabouts was it? In the trees over there. There was a big group of kids pointing and making a noise and shouting and screaming. The panic spread. Am I safe or am I not safe? And he's a Harvard psychiatrist. Meet Dr. John Mack, a believer in aliens from outer space. We came away convinced that an extraordinary event occurred here. I think they want people to know that we're actually making harm on this world. How did that get communicated to you? It came through my head. Somehow there was a message about pollution from the way he was staring? Yes. I was just a hard-ass journalist. I could handle war zones, but I could not handle this UFO thing. I mean, I never felt this could derail my career. The dean wanted to know, what is he doing? Angels, yes. Extraterrestrials, no. John has lost it this time. Allons-y, Christian. On se lance dans l'histoire de l'école Ariel. Donc, on est en 1994. On est en septembre 1994. Il faut savoir que cette histoire-là n'apparaît pas comme ça, sortie de nulle part. 2 jours plus tôt, l'événement de l'école se passe le 16 septembre, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, mais 2 jours plus tôt, le 14 septembre 1994, un phénomène lumineux a traversé le ciel de toute l'Afrique, de l'Afrique australe. Et cette histoire-là a été rapportée dans les journaux, tant au Zimbabwe qu'au Botswana qu'en Afrique du Sud. Toute la partie sud de l'Afrique a été survolée par ce phénomène lumineux. Et les registres montrent très clairement qu'il s'agissait d'un satellite soviétique, le russe plutôt, le Cosmos 2290R. Donc, c'est un morceau d'un satellite russe qui est entré, même si, comme c'est toujours le cas, des gens ont rapporté que non, c'était pas ça, non, l'objet a changé de direction, non, l'objet était plus près, bon, etc., etc. Dès qu'on annonce qu'il pourrait s'agir d'une rentrée atmosphérique, comme un satellite ou encore une météorite, beaucoup de gens croient que ce qu'ils ont vu n'était pas ça. Donc, ou bien ce soir-là, Cosmos 2290 est rentré dans l'atmosphère au-dessus de l'Afrique australe, et qu'en même temps, il y a un ovni qui est rentré exactement suivant la même trajectoire, et que des gens ont vu à la fois le satellite ou à la fois l'ovni. Bref, on sait qu'un phénomène lumineux a traversé le ciel de l'Afrique australe le 14 septembre. Donc, inutile de dire que les journaux du 15 septembre consacraient plusieurs articles à cette histoire d'ovni, et qu'on mettait souvent en parallèle la version officielle qui était « c'est une entrée d'un satellite », et bien sûr les témoins qui disaient « non, ce que j'ai vu, c'était pas ça ». Donc, on est dans cette effervescence liée à cette observation du 14 septembre. Ce qui nous amène au 16 septembre 1994, donc ce matin-là, bien sûr, la radio, les journaux locaux parlent encore de cette histoire d'OVNI qui date de 2 jours, mais dont on continue d'entretenir un peu les médias avec ça.
Et on est à l'école Ariel, qui se trouve à Roua, comme je l'ai mentionné. On est à peu près à 30 km au sud-est de Harare, qui est la capitale du Zimbabwe. Et je l'ai mentionné aussi, c'est une école privée. On a des enfants qui sont âgés entre 5 et 12 ans. L'école peut accueillir 90 élèves, mais au moment où les incidents se passent, il y a à peu près 67-68 élèves d'inscrits. Il y en a 62 ce jour-là. Donc 62 élèves se trouvent dans l'établissement. Et l'événement qui va se produire va se survenir durant l'heure du midi. Donc, il y a la relâche qui débute à midi et qui se poursuit jusqu'à 13h30. Donc, il est à peu près 13h15, 13h20 lorsque les événements vont se produire. Donc, on a un groupe d'enfants, 62 enfants qui sont dans la cour de l'école, et puis voilà que 2 ou 3 d'entre eux il y a un comptoir, hein, c'est assez curieux. Et le hasard fait bien les choses. Mais cet après-midi-là, il n'y avait aucun adulte dans la cour, ce qui est quand même exceptionnel. D'habitude, il y a toujours 2 ou 3 surveillants qui accompagnent les enfants dans la cour. C'est ce qu'on appelle être sécuritaire. Ce jour-là, il n'y en avait aucun parce que tout le personnel de l'école, qui compte à peu près une dizaine d'employés, tous ces gens-là assistaient à une réunion administrative avec le directeur de l'école, les professeurs, les surveillants et tout le reste. Donc, il n'y a aucun adulte dans la cour. Si les extraterrestres ont choisi d'atterrir à l'école Ariel, ils ont choisi une bonne journée, c'est la journée où il n'y a pas d'adultes dans le cours. Avec donc, l'imagination fertile des enfants, ouais. Et on parle beaucoup d'OVNI dans le journal, dans la télé, à la radio, donc, etc. Et il y a, de l'autre côté de l'école, il y a un petit comptoir, un kiosque de nourriture où on vend des friandises et qui est tenu par une tenancière. Donc, elle est là, elle est à son poste dans son petit kiosque et là, elle dit durant la relâche de la période du midi, 2 enfants sont arrivés en courant, ils semblaient excités, ils lui disent il y a une drôle de machine qui s'est posée dans la partie de la cour arrière, qui est de l'autre côté de l'école par rapport à l'endroit où se trouve son kiosque. Et elle dit, il y a comme un bonhomme qui est sorti de là, venez voir. Et la dame n'y va pas parce qu'elle va raconter plus tard aux journalistes que c'était pas la première fois que les enfants essayaient de la faire sortir de son kiosque. Il y a un petit garçon qui s'est blessé dans la cour, etc. Parce que l'idée, c'est si elle sort de son kiosque qui n'est plus surveillé, on va pouvoir voler des friandises. Les enfants étant ce qu'ils sont. Alors, à 2-3 reprises, c'est arrivé dans le passé qu'on avait essayé de la faire sortir de son kiosque pour toutes sortes de raisons et elle avait compris un peu le stratagème des enfants. Donc, lorsque les gamins arrivent, ils lui disent, ben voilà, il y a un objet mystérieux qui s'est posé dans le boisé, juste derrière la cour de l'école. Elle ne bouge pas d'un petit doigt et puis voilà, les enfants retournent. Et puis la cloche de 13h30 sonne pour rappeler les enfants à l'intérieur. Et là, lorsqu'ils entrent à l'école, ils sont en effervescence, ils sont excités. Et là, ils racontent à leurs parents aux professeurs, qu'ils ont été témoins durant les dernières minutes d'un événement tout à fait extraordinaire. Bon, donc ils disent, voilà, on était dans la cour et dans la partie du boisé qui est derrière la cour, de l'autre côté de la clôture, qui enclave la cour d'école. Ils disent avoir vu, selon les enfants, parce qu'il y a une variation, ils ont vu entre 5 et 1 objet. Donc il y a des enfants qui disent 5 objets dans le ciel, d'autres disent qu'il n'y en avait qu'un seul, mais bref, ces objets ou cet objet s'est posé dans le boisé qui est derrière l'école. Et là, ils l'ont décrit comme un objet qui ressemblait un peu à un daube, qui était métallique, avec, comme semble-t-il, des fenêtres le long de la partie centrale de l'objet. Et là, alors qu'ils regardaient cet objet, ils racontent avoir vu une créature sortir par le toit de l'engin en question, comme s'il sortait par le dessus de la machine, en flottant littéralement dans l'air. Donc, il sort en flottant, en état de lévitation. Il vient se poser au pied de la machine et un second personnage sort et fait exactement la même manœuvre. Les enfants vont décrire les personnages comme étant des créatures sveltes, vêtues de combinaisons noires. Là encore, on a des variantes. Ils sont vêtus de combinaisons toutes noires. D'autres enfants diront ils avaient la peau noire, donc ou ils étaient nus avec la peau noire. Donc, on n'est pas très sûr. Il y a des variantes dans les témoignages des enfants. Il faut toujours se rappeler qu'on est ici, les témoins sont âgés entre 5 et 12 ans. Et là, ils disent les créatures sortent de cette machine. Ils ont de très longs cheveux noirs qui leur tombent sur les épaules. Là, un des enfants dira d'ailleurs
comme les hippies, visiblement ses parents lui avaient montré des photos des hippies, donc ils disent c'est comme les hippies, donc ils ont des cheveux noirs qui leur tombent sur les épaules et de grands yeux en amande. Ils n'ont pas de nez, mais seulement une espèce de fente à la place de la bouche. Et ces créatures marchent un peu drôlement. Donc pas de nez, c'est vraiment... Pas de nez, non, ils ont pas de nez. Et des enfants disent, certains enfants disent, ils flottaient, ils marchaient pas, ils flottaient littéralement au ras du sol. D'autres enfants diront, ils marchaient, mais ils marchaient un peu comme des robots avec des gestes un peu saccadés. Donc les enfants qui étaient, semble-t-il, réunis près de la clôture, voient ces créatures sont de l'autre côté de la clôture, et les créatures se sont dirigées dans leur direction, et elles se sont arrêtées à quelques dizaines de mètres de la clôture, et elles ont dévisagé les enfants. Et là, la version que je te raconte, faut quand même préciser que c'est la version qui est racontée dans la littérature sur les phénomènes ovnis et la façon dont on raconte cette histoire-là. Donc, on raconte que les créatures se sont approchées de la clôture, les enfants les regardaient, et à ce moment-là, les créatures ont envoyé des messages. Ils les ont fait comprendre par message télépathique qu'ils devaient faire attention à la pollution, au progrès de la technologie, aux dangers environnementaux, donc des grandes préoccupations environnementales. Et à ce moment-là, au moment où la cloche de l'école sonne, les créatures, encore là, les témoignages varient, les créatures seraient retournées dans l'objet en se dirigeant vers l'objet. D'autres enfants diront l'objet et les créatures ont disparu simultanément au moment où la cloche sonnait. Donc, bref, l'objet disparaît, et lorsque les enfants racontent ça au professeur, pourtant l'événement s'est produit quelques minutes plus tôt. Alors, les professeurs se précipitent dans la cour pour voir. Il n'y a bien sûr aucune machine, aucun personnage. Ils vont sauter, aller de l'autre côté de la clôture, aller voir l'endroit où les enfants disent que l'objet s'était posé. Il n'y a absolument rien sur le sol, pas de marque, pas de foin écrasé, strictement rien. Mais néanmoins, cette histoire-là commence à circuler dans le village. En fin de journée, les enfants retournent à la maison, racontent cette histoire-là à leurs parents. Donc, dans les 2 ou 3 jours qui suivent, on est toujours dans cette foulée de l'observation d'OVNI initiale du 14 septembre. Et cette histoire de l'école Ariel vient simplement s'ajouter, comme c'était un nouvel épisode associé à l'observation initiale du 14 septembre. Donc, on commence à en parler. Des journalistes, comme je l'ai mentionné, notamment de la BBC qui se trouvaient sur place, vont aller rencontrer les enfants, et on a des images, donc des enfants assis dans la cour d'école qui commencent à raconter leur histoire. Et c'est là que l'événement commence à s'embrouiller. Donc, à partir du moment où l'histoire commence à être médiatisée, il y aura 2 enquêteurs qui vont s'intéresser au dossier. D'abord, il y a une enquêteuse, une ufologue sud-africaine qui s'appelle Cynthia Hind, qui va s'intéresser à cette histoire-là. Et ensuite, il y aura le docteur John Mack, qui lui est un Américain. Et John Mack, il faut quand même le préciser, c'est un personnage assez, parce qu'on le mentionne aussi dans la bande-annonce, voici le docteur John Mack. John Mack était un psychiatre, il est décédé maintenant, il est un psychiatre qui était attaché à l'université Harvard. Et donc, renommé. Il avait même gagné un prix Pulitzer pour avoir écrit une biographie de Laurence d'Arabie. Là. Et il s'était intéressé, donc au début des années 90, il a commencé à s'intéresser à la question des ovnis, et particulièrement aux enlèvements extraterrestres. C'était quand même assez particulier, un psychiatre de Harvard qui s'intéressait aux enlèvements extraterrestres. Et non seulement il s'y intéressait, je connais d'autres scientifiques qui se sont intéressés aux enlèvements extraterrestres, mais ce qui distinguait John Mack, c'est qu'il croyait à une certaine réalité de ces phénomènes-là, alors que l'ensemble des psychologues ou des psychiatres qui se sont intéressés à ces phénomènes arrivent avec des interprétations beaucoup plus terre-à-terre. Les phénomènes seraient produits à cause soit des terreurs nocturnes, soit à cause des paralysies du sommeil, à travers l'imagination. Donc on a des explications beaucoup plus d'ordre psychologique que exobiologique, faisant référence à des extraterrestres. Donc là, c'est la position généralement des psychologues et des psychiatres. Dans le cas de John Mack, et là, il faut faire attention parce que les ufologues ont souvent tendance à faire dire à John Mack des trucs qu'il ne disait pas. Là. John Mack ne croit pas que les gens, lorsqu'il parlait des enlèvements extraterrestres, il ne croit pas que les gens se faisaient enlever physiquement, amenés dans une machine. Tu comprends?
John Mack croyait que les gens vivaient une espèce d'expérience onirique, un peu comme un rêve, à travers l'imaginaire. Donc, ce serait de quel type? Rencontre ouais. Dans le cas des enlèvements, c'est des rencontres du 4e type. Okay. Et dans le cas de John Mack, il disait ces gens-là vivent une expérience qui est bien réelle. Et Mack croyait que cette expérience, elle était produite par des intelligences supérieures. Donc, c'était pas simplement l'imagination des gens ou des témoins qui étaient en jeu, mais une volonté, entre guillemets, extraterrestre, de créer cette impression chez le sujet. Donc, oui, lorsqu'on parle d'enlèvement extraterrestre, John Mack disait, il y a visiblement une intelligence étrangère derrière le phénomène, mais il n'allait pas jusqu'à dire que les gens se faisaient amener dans une machine volante. Donc, il y avait quand même cette distinction, même si sa position reste extrémiste. Hein. Je veux dire, quand t'es rendu que tu crois que des gens se font vivre des expériences d'enlèvement extraterrestre, expériences qui seraient apparemment créées volontairement de façon onirique par des extraterrestres, on est quand même loin. Donc, c'était la position de John Mack. Il a écrit un livre sur le sujet, qui est traduit en français, Dossier extraterrestre. Et donc, il s'est intéressé, lorsque cette histoire-là a commencé à circuler, ça se passait en Afrique, John Mack a décidé de s'intéresser à cette histoire-là. Même s'il n'y était pas question d'enlèvement extraterrestre, qui était vraiment son cheval de bataille, Mack est allé quand même sur le terrain, rencontrer les enfants, discuter avec eux. Lui, il est arrivé sur place 2 mois après l'événement. Donc, déjà là, on a une situation à 2 pôles. On a d'abord 2 ou 3 jours après l'événement, il y a cette ufologue sud-africaine, Cynthia Hind, qui arrive sur place, qui va rencontrer les enfants, et 2 mois plus tard, John Mack, qui va à son tour débarquer à l'école Ariel pour rencontrer les enfants et discuter avec eux. Il faut le dire également, tant le docteur Mack que Cynthia Hind, ce sont 2 gens qui sont des pro-ovnis. Tu l'as bien compris. Ce sont des gens, Cynthia Hind publie un petit newsletter, un fanzine qu'elle consacre à la question des ovnis. Elle couvre tout le territoire, toute la partie africaine anglo-saxonne, c'est elle qui s'en occupe. Donc, tu as bien compris que, oui, elle se trouve du côté, elle enquête sur des observations autant au Zimbabwe qu'en Afrique du Sud, etc. Et ces informations-là sont publiées dans un fanzine qui s'appelle UFO Africa ou quelque chose comme ça. Quant à John Mack, ben, bien sûr, il se distingue parmi ses collègues parce qu'il s'intéresse à la question des ovnis, des extraterrestres, des enlèvements, et il est plutôt favorable à une réalité exotique derrière ces phénomènes, ce qui lui vaut d'énormes critiques de la part de ses collègues. C'est un personnage tellement intéressant qu'à un moment donné, je pense qu'on devrait, dans une émission, prendre un volet peut-être de 15-20 minutes pour parler de John Mack. Hein, parce qu'il a été très critiqué, avec raison dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est plus discutable. Mais c'est un personnage qui a beaucoup marqué. Et tu comprends qu'il est décédé à Londres. Et il est décédé parce qu'il a été renversé par un chauffard. Et là, évidemment, les amateurs d'OVNI ont rapidement crié « c'est un complot, on a voulu faire taire le docteur John Mack », mais on a quand même mis de côté que la ville de Londres, c'est la ville où il y a plus de piétons qui se font renverser et des piétons étrangers, pour la simple et bonne raison que les voitures circulent en sens inverse. Oui, et voilà, on n'a pas le réflexe de regarder à droite en premier. Toi et moi, on est allés à Londres et on a tous deux remarqué que quand tu arrives sur le coin de la rue, c'est marqué à même l'asphalte, regardez à gauche avant de traverser, hein, parce que sinon tu regardes à droite puis tu te lances dans la rue. C'est ça. Quand on l'écrit sur l'asphalte, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est la capitale où les gens, les touristes se font le plus souvent renverser par des voitures. C'est à Londres et justement, John Mack se trouvait à Londres. On est toujours dans les années 90 pour assister à un congrès et un congrès de psychiatrie. Et au moment où le soir qu'il quitte le congrès, ben il va traverser la rue et se faire renverser par une voiture. C'est triste, mais c'est un banal accident. Là. Il faut pas voir là une théorie du complot ou quoi que ce soit du genre. Et donc on a ces 2 éléments-là, donc ces 2 enquêteurs-là qui vont s'intéresser à la question des ovnis, 2 pro-ovnis. Et là, il faut quand même le dire, ça se met à déraper de tous les côtés. D'abord, la première chose, c'est qu'on travaille avec des enfants. Hein? Donc, ces enfants qui ont été témoins de l'observation. Or,
toutes les recherches qui ont été menées tant par les psychiatres, puis c'est quand même curieux parce que John Mack est un psychiatre, mais toutes les enquêtes qui ont été menées par des psychiatres ou des pédopsychiatres et des intervenants sociaux, et on le sait, puis on en a souvent parlé à ce micro, notamment lorsqu'il y a eu cette histoire de peur satanique aux États-Unis, où là, on faisait dire aux enfants qu'ils avaient joué à touche-pipi avec des professeurs et des moniteurs, puis en fait, on leur mettait littéralement des mots dans la bouche parce que leur témoignage était facilement monnayable. Donc, on a beaucoup appris de ça, parce qu'il y a des gens, on s'en rappelle, hein, le procès le plus long, c'est celui de la McMurtry School, où le personnel de l'école avait été accusé d'avoir eu des attouchements inappropriés sur des enfants, les avoir emmenés dans des souterrains, les avoir entraînés dans des rituels sataniques, pour découvrir finalement que rien de ça ne s'était jamais produit, que la communauté des psychologues qui avaient offert leur aide étaient en fait des gens qui étaient un peu zélés, fondamentalistes religieux, et on avait un agenda, on voulait absolument dénoncer le fait que les mères laissaient leurs enfants dans des garderies, et donc à des étrangers, donc c'était des mauvaises mères, puis là, ben, si c'était une mauvaise mère, forcément le diable est pas loin. Donc c'était tout un système qui s'était inscrit là-dedans, et devant les tribunaux, on s'est rendu compte à quel point l'imaginaire des enfants est malléable, de quelle façon on a pu leur faire dire des choses qui étaient absolument fausses. Les psychologues, pédopsychologues qui sont intervenus, on disait attention là, quand on fait témoigner des enfants, il y a des règles qu'on doit respecter. Tu peux pas arriver comme ça, puis t'interroges pas un enfant comme on interroge un adulte. Beaucoup trop facile avec le lien de confiance à les manipuler. C'est ça. Voilà, tu sais, les enfants, il faut toujours avoir des questions ouvertes. Hein? Donc, on n'emmène jamais un enfant à raconter quelque chose. C'est-à-dire que tu le lances, mais tu lui poses pas de questions. Tu dis, bah, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Tu le laisses aller. Et si l'enfant te parle, je donne un exemple, si l'enfant dit, dans la cour de l'école, il y avait une voiture bleue avec un monsieur. Ben, tu dois pas dire comment était habillé le monsieur, ou et surtout pas, est-ce que le monsieur portait une moustache? La technique à utiliser, c'est de mettre de l'emphase sur ce que l'enfant a dit. L'enfant dit, il y avait une voiture bleue avec un monsieur. Et si tu veux avoir plus d'informations sur le monsieur, tu n'introduis surtout pas d'éléments. Tu dois simplement dire, le monsieur, c'est comme si le monsieur, puis là, l'enfant parle, oui, le monsieur. Puis là, il va te donner des détails. Mais OK, va pas toujours dire, le placer en interrogation pour qu'il continue de développer. Tu sais, l'enfant dit, il y avait une voiture bleue avec un monsieur. Un monsieur? Oui, un monsieur. Puis il était habillé avec une cravate. Donc, tu dois pas mettre de l'information. Donc, c'est très important de toujours faire ça dans les règles. Okay. Ensuite de ça, ne jamais lorsqu'il y a un événement, un fait divers dont il y a plusieurs enfants qui sont associés, comme ça a été le cas, par exemple, dans la peur satanique, ne surtout pas interroger les enfants en groupe. Parce que les enfants, c'est l'expression, là, les enfants ne mentent pas. Ben, quand on dit ça, là, les enfants ne mentent pas, là, il y a à peu près 2 seuls types de personnes qui pensent encore aujourd'hui, là, que les enfants ne mentent pas. Ma mère a une garderie, Christian, puis tu sais, le fameux lavage des mains après les repas, là, pour faire partie de la gang. Il y a des enfants qui vont dire que se sont lavés les mains, là. Mais t'as tout à fait compris. C'est moi aussi, enfants, pas tout le temps. Les enfants, là, ceux qui disent que les enfants mentent pas, ils ont ou bien ils ont un agenda, ils ont quelque chose à te vendre à propos des enfants, ou bien ces gens-là, c'est des ufologues. Il y a rien qu'eux autres dans le monde qui pensent que les enfants ne mentent pas. Les enfants mentent tout le temps. Ils sont pareils comme les adultes. Ils mentent parce qu'ils ont un bénéfice à mentir. Tu sais, si tu dis, t'as-tu été gentil? Si t'as été gentil, tu vas avoir un bonbon. Il a peut-être mis le feu dans la poubelle, mais il va te dire qu'il était gentil. Il y a un bénéfice, tu comprends? Ouais. Donc, les enfants sont pas imbéciles. Ils comprennent que s'ils ont un bénéfice, ils vont mentir parce que le bénéfice fait partie du mensonge. Ça, on l'apprend jeune, ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est inné. Ensuite de ça, les enfants ont pas la même vision que nous du mensonge. Ils ont une interprétation beaucoup plus élastique. Il y a entre l'omission et l'autorisé. Le mensonge par omission, même nous, les adultes, on le fait, c'est on oublie de dire quelque chose. Hein? On n'a pas menti, mais on l'a pas dit. Tu sais, je te suis hier, mais j'ai oublié de te le dire. T'sais. J'avais une blonde. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Donc, c'est un mensonge par omission. Donc, les enfants comprennent ça aussi. Et le mensonge autorisé,
Je donne un exemple que les gens vont bien comprendre, puis probablement c'est arrivé avec leurs propres enfants. C'est de dire, par exemple, si on va chez grand-maman, puis grand-maman te demande si on y prépare, par exemple, une fête pour son anniversaire, dis non, parce qu'on veut y faire une surprise. Le petit garçon, Mathieu, arrive chez grand-maman. Maman dit, t'es-tu avec vous en train de me préparer une fête de surprise? Petit Mathieu va dire, ben non, grand-maman. Si tu demandes à Mathieu, as-tu menti, Mathieu? Il n'a pas menti. C'est un mensonge autorisé. Les parents l'ont autorisé à mentir. Ce n'est plus un mensonge. Et ensuite, il y a bien sûr, et tu l'as mentionné, c'est extraordinaire, c'est cette notion de la tribu. Voilà. Je mens pour être dans la tribu. Donc, si la tribu dit, on donne à des enfants des verres de jus, puis on dit à 3 enfants volontairement de dire que le jus de raisin goûte le jus d'ananas. Ben, les autres enfants vont dire qu'ils goûtent le jus d'ananas aussi, parce qu'on veut faire partie de la tribu. C'est ça. Donc, on va mais c'est pas un mensonge, parce qu'on dit comme les autres. Donc, les autres mentent pas. Donc, si je dis comme les autres, je ne mens pas, même si dans mon fort intérieur, je trouve que le jus de raisin goûte le jus de raisin, ben, moi, quand même dire qu'il goûte le jus d'ananas, parce que je veux faire partie de la tribu. Donc, il faut faire très attention quand on interroge des enfants. Oui, les enfants mentent s'ils savent qu'il y a un bénéfice. Oui, les enfants vont mentir s'ils sont autorisés à mentir. Et oui, les enfants vont mentir par omission. Et à cela, on doit ajouter tous les éléments des figures d'autorité. Donc, lorsque l'on s'entretient avec des enfants, on est l'autorité. Donc, l'enfant sait qu'il doit... Il y a comme une idée de performance ou de résultat. Si je pose une question à un enfant, l'enfant se dit, il veut une réponse. Il doit livrer une réponse. Et s'il n'a pas cette réponse-là, il risque de l'inventer. Donc, c'est toute une technique à interroger des enfants. Les gens qui sont des spécialistes en criminologie, par exemple, connaissent bien les techniques ils vont conseiller des avocats, des procureurs pour dire, si vous avez des enfants qui doivent témoigner à la barre, voici les erreurs à ne pas commettre pour ne pas aiguiller les réponses, etc. Donc, il y a toute une technique. On n'interroge pas des enfants comme on interroge des adultes. Or, dans le cas de l'école Ariel, c'est épouvantable ce que l'on a fait. C'est épouvantable. D'abord, tous les entretiens ont été faits à l'école. Donc, tu es dans un environnement où il y a forcément autorité. Les enfants sont soumis à l'autorité de la place. Donc, qui pose les questions? Les professeurs, les directeurs. Dans le cas des enquêteurs, c'était Cynthia Hind ou le Dr. Mack, mais tous les enfants étaient à l'école. Donc, dans un environnement où il y a déjà un aspect d'autorité qui est présenté. Ils sont pas dans la maison, dans le salon. Non, ils doivent répondre. Lorsqu'on est à l'école, on répond aux questions. Mais oui. Donc, déjà là, ça, c'est ancré. Donc, tu peux pas les déprogrammer, c'est ça. Absolument. Et là, ensuite, lorsque on va poser les questions, crois-le ou non, tous les questionnements ont été faits en groupe. Tous. Donc, les enfants sont réunis comme dans le gymnase et on leur demande de raconter l'histoire. Donc, chaque enfant raconte son histoire, mais dans quelle mesure il est influencé par cette envie de faire partie de la tribu, de dire, si le petit voisin dit que le bonhomme il était noir, je vais dire qu'il était noir, même si je l'ai pas vu pantoute, je vais dire que j'ai vu un bonhomme noir, tu comprends? Et qui plus est, les entrevues avec les enfants sont filmées. Certains des enfants diront plus tard, j'ai menti, mais j'ai menti parce que je voulais être à la TV. Moi, j'ai rien vu pantoute, mais je voulais être à la TV. Donc, j'ai raconté comme mes collègues que j'avais vu la machine avec les bonhommes. Donc, on commet cette erreur-là. Ensuite de ça, par exemple, il faut se dire que les témoignages sont très différents. Lorsque Cynthia Hind, donc 2-3 jours après l'événement, va interroger les enfants, leur témoignage n'est pas très extraordinaire. Certains enfants racontent, on a vu la machine, etc. Aucun des enfants ne parle de messages télépathiques ou de messages à caractère environnemental. Il y a rien de ça dans leur témoignage. Encore une fois, on assiste aux mêmes erreurs, donc témoignages en groupe dans l'école. On va même jusqu'à demander aux enfants de dessiner l'OVNI, mais collectivement. Donc, tu comprends, les enfants sont assis, là, puis chacun, on lui donne des crayons, des feuilles de papier de dessiner votre OVNI. Tu sais, le petit garçon est en train de dessiner le sien. Lui, il a rien vu pantoute, mais il en dessine une soucoupe volante, comme on voit à TV. Il regarde sur l'épaule de son voisin d'à côté. Puis là, l'autre, il met une antenne dessus. Moi, ils mettent une antenne aussi.
Mais c'est d'une absurdité, là, tout à fait renversante. Mais oui, tu dis que c'est épouvantable, mais moi, j'ai le goût de te dire que c'est pourri, là. Oui, c'est pourri. Hey, écoute, tu m'arraches les mots de la bouche. C'est vraiment pourri. On va même jusqu'à prendre les enfants, puis on les envoie au tableau. Dessinez votre ovni au tableau. Donc, l'enfant dessine au tableau. Donc, tous les autres des enfants de la classe voient tous le même dessin. Tu comprends? Et là, ensuite, on refait ça. 2 mois plus tard, lorsque John Mack arrive sur place, on refait exactement la même chose. Donc, on refait faire aux enfants des dessins collectivement, des témoignages collectivement, des dessins collectivement. Et là, c'est la twist des ufologues. Mais là, je regarde, j'imagine que tu dois être en train de trémousser sur ton fauteuil en disant, on va-tu la faire, notre pause? Mais on n'est pas obligé de la faire, la pause. Okay, c'est comme tu veux. On peut filer, écoute, ça se déplace très bien. OK, on file. Donc, on a nos enfants, donc 2 mois plus tard, exactement le même mécanisme. John Mack, les dessins, tout ça se fait collectivement. Et bien sûr, on est toujours en présence de gens d'autorité. Et qui plus est, quand John Mack arrive, c'est un psychologue, un psychiatre de Harvard, il est accueilli avec une sorte de déférence. Fait que les enfants se disent, oh, c'est un monsieur important. Donc, quand il pose des questions, on y répond. Donc, même si on n'a pas la réponse, on répond à la question quand même. Donc, il y a toute cette période-là qui se fait. Et là, on a une manipulation ufologique. C'est-à-dire que quand tu lis les comptes rendus de cette histoire-là, ou quand tu regardes le documentaire Ariel, tu t'aperçois que les dessins, il y a des enfants qui ont dessiné ce qui ressemblait tout simplement à une voiture. Ils ont dessiné des extraterrestres qui avaient de l'air d'un jardinier. Tu vois le genre. Mais ces dessins-là, on te les montre pas. On te montre toujours les dessins qui ont de l'air des extraterrestres. Donc, autrement dit, on nous dit qu'il y a eu des dizaines de témoins, mais dans les documentaires, dans des livres, on nous montre tout le temps les 4 ou 5 mêmes dessins, qui sont bien sûr les dessins les plus exotiques. Les dessins les moins intéressants, on ne nous les montre pas. Et ensuite de ça, il faut quand même se rappeler qu'on a un ensemble de témoignages qui sont d'une première fois, donc 2 ou 3 jours après l'événement, et on a un groupe de témoignages qui sont 2 mois après. Encore une fois, quand on présente le documentaire, on ne fait pas de distinction, c'est-à-dire que on nous dit, les enfants, immédiatement après l'observation d'OVNI, ils ont dessiné, voici ce qu'ils ont dessiné. Non. Les dessins que tu nous montres, c'est les dessins qu'ils ont dessinés 2 mois après. Les dessins qu'ils ont dessinés 3 jours après, ça ressemble pas à ça. Tu comprends-tu? Parce qu'il y a une escalade. Donc, durant les 2 mois qui s'écoulent, les enfants vont ils ont dit qu'ils avaient vu un ovni, ils vont voir des photos d'ovni, des dessins d'ovni. On parle d'ovni. Donc, peu à peu, l'imaginaire va s'alimenter dans cette culture pour peaufiner un peu le dessin. Donc, on nous dit, les enfants, le jour même ou le lendemain, dessinent l'ovni, mais l'ovni qu'on montre, c'est un dessin qui a été fait par un des enfants, mais 2 mois après. Donc, ça, c'est une manipulation des gens, tu sais, veut dire comme les gens qui nous écoutent, qui regardent le documentaire, rappelez-vous ceci, les dessins qu'on vous montre des enfants, ce sont pas forcément des dessins qu'ils ont fait le lendemain de l'observation, mais parfois 2 mois après, c'est ça. Dans le cas de John Mack, et ça c'est intéressant, John Mack, en dehors du fait qu'il était un psychiatre qui s'intéressait aux enlèvements extraterrestres, c'est un individu qui était un fort militant écologiste. T'as pas parlé tantôt de messages de la planète. Exactement. Durant les entretiens que Cynthia Hind, au début, 2-3 jours après, a avec les enfants, aucun des enfants ne parle de messages télépathiques, que les extraterrestres lui ont envoyé des informations à propos du danger de la planète. Ça n'existe pas, ça. Dans la première version, ça n'existe pas. Après le passage de John Mack, qui lui est justement préoccupé par ces grandes questions, ben là, éventuellement, on voit apparaître dans le discours des enfants toutes sortes de préoccupations à caractère écologique, environnemental et autres. Quand on regarde les enregistrements, et j'ai regardé à peu près les 200 heures d'enregistrement qu'il y a, il y a des trucs qui sont tout simplement choquants. Écoute, j'en ai sorti un exemple ici, là, à un moment donné, John Mack dit à un des enfants, il dit, dis-moi ce que tu imagines être sa raison de visiter la Terre. Fait que là, l'enfant répond, il doit nous avertir d'un danger. Puis là, Mac répond, mais quel danger? Il l'amène jusqu'à ce que l'enfant dise, c'est l'environnement. Donc, peu, pas à pas, on voit
John Mack met dans la bouche des enfants le discours qu'il veut les entendre dire. Du beau brainwash. Ensuite de ça, ce qu'on ne nous dit pas, et on le voit dans cette histoire de documentaire Ariel, c'est qu'il y a 200 enfants dans la cour. Pas 200 enfants, 62 enfants, pardon, dans la cour. Mais ces 62 enfants, ont-ils tous vu l'OVNI? Pas du tout. Il y a des enfants, là, on nous dit, il y a 62 témoins. Est-ce qu'il y a 62 témoins ou il y a 62 enfants dans la cour et 5 témoins? Tu comprends-tu? Elle est là, la variante. Il y a 62 enfants, mais sur les 62 enfants, il y en a un certain nombre qui vont dire plus tard qu'ils ont menti parce qu'ils voulaient dire comme les restes du groupe, mais eux ont rien vu. D'autres diront, j'ai menti parce que je voulais être à la télé. D'autres enfants vont dire, j'étais avec mes amis, mais ils vont dire dès le début qu'ils ont rien vu, mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'ils sont aux côtés de ceux qui ont vu quelque chose. Hein? Ils disent, Françoise dit, je n'ai rien vu, mais Françoise est juste à côté de Louise, Louise a vu les bonhommes et la machine. C'est quand même curieux. Quand on regarde leurs dessins, les ufologues volontairement retirent des dessins qui sont visiblement empruntés à la science-fiction. Je pense notamment à un enfant qui a dessiné une soucoupe volante, exactement la soucoupe volante qu'on voit dans la série Les Envahisseurs, une série des années 60. Donc, évidemment, on met de côté un dessin comme celui-là, parce dès que tu vois ça, tu dis, ben là, ce dessin, c'est la soucoupe des Envahisseurs. Tu sais, donc, c'est certainement pas ça. Donc, on voit qu'on fait une sorte de clivage. Dans la réalité, sur les 62 enfants qui étaient dans la cour d'école, donc quand on nous dit 62 témoins, on ment. C'est pas vrai. Sur les 62 enfants qui étaient dans la cour, on a à peu près une vingtaine d'entre eux qui ont vu la machine et les bonhommes. Les autres ont ou bien dit la même chose que leurs amis parce qu'ils voulaient être dans le groupe, ou les autres ont strictement rien vu. Et on voit également qu'avec le temps, le discours s'est transformé, s'est altéré en fonction, bien sûr, de la littérature, la culture populaire. Donc, quand on regarde ces éléments-là, puis là, évidemment, il y a un truc qui m'a frappé quand je regarde le documentaire Ariel, c'est on nous dit, les enfants, puis on a une tendance à faire ça, hein, on dit, les enfants, ce sont des enfants dans une petite région au Zimbabwe, donc... Autrement, on nous le dit pas textuellement, mais on veut nous dire que ce sont des Africains peu évolués dans des milieux ruraux. Ils n'ont pas de TV, ils n'ont pas de radio, puis ils peuvent pas imaginer rien pantoute. Ben après combien de temps de documentaires qu'on va discréditer tout le monde? Donc, ils n'ont pas pu imaginer des ovnis puis des soucoupes volantes. Donc, si on racontait ça, c'est parce qu'ils ont vu ça. On fait exactement la même chose avec les Égyptiens sont trop épais pour construire des pyramides, les Mayas étaient trop caves pour bâtir des pyramides. C'est toujours un peu la façon, tu sais. Combien de fois on entend dans des documentaires, quand on nous parle de la préhistoire, on essaie de nous faire croire que les générations de chasseurs-cueilleurs, c'était des gens qui s'habillaient avec des peaux de bêtes puis qui étaient des imbéciles. T'sais. On a une tendance à faire ça. Alors que dans la réalité, les enfants de l'école Ariel, ce sont des enfants qui vivent tout près de la capitale. Il y a les journaux, ils ont la radio, ils ont la télévision. Et quand on regarde leurs témoignages, à plusieurs reprises, ils font référence aux ovnis. Ils savent ce que c'est. Hein? Les enfants disent, par exemple, je me rappelle le témoignage d'un des enfants qui dit, à ce moment-là, ils ont commencé à dire que c'était un ovni. Donc, il évoque lui-même qu'il sait ce que c'est un ovni quand il dit, on a commencé à dire que c'était un ovni. C'est clairement qu'il sait ce que c'est qu'un ovni. Donc, on voit que ces enfants-là n'étaient pas aussi comment je pourrais dire, aussi imperméable à cette culture ufologique. Elle était là, cette culture-là, et il l'entendait parler, il l'entendait à la radio, il l'entendait à la télé. Puis évidemment, la culture et pas les mécanismes de culture sont moins importants dans ce milieu-là rural, en Afrique australe, que à Los Angeles. On est bien d'accord avec ça. Mais cette culture-là, elle est là pareil. Hein. Et à preuve, 2 jours plus tôt, il y avait eu cette histoire d'OVNI qui avait alimenté les journaux. Donc, les enfants étaient quand même baignés un peu là-dedans. Ce que on doit retenir de cette histoire de l'école Ariel, c'est que les enfants ont peut-être eu un véritable stimulant. Il y a notamment un des dessins qui rappelle très étrangement un hélicoptère. Tu sais. Les enfants ont-ils vu des hélicoptères, puis là ils ont raconté cette histoire-là. C'est difficile à dire. Est-ce qu'ils ont tout inventé? Est-ce qu'ils ont eu un vrai stimuli comme un hélicoptère ou quelque chose du genre, un objet qui aurait pu les faire fantasmer, ou est-ce qu'ils ont réellement vu un ovni?
Je ne sais pas, je peux pas répondre, mais une chose est certaine. La façon dont les investigations ont été menées, à la fois par Cynthia Hind et par John Mack, c'est tout à fait épouvantable. Ils ont réussi à faire dire aux enfants qu'ils avaient vu un ovni et des créatures, mais en utilisant la même technique, crois-moi, j'aurais pu leur faire dire qu'ils avaient vu le Père Noël, le petit reine au nez rouge, puis les 7 lutins avec ça. Ben non, c'est ça, parce que rendu là, on se fait un concours de dessin pour tenter de déterminer la forme et l'aspect des ovnis. Ben oui, puis devant toutes les autres du groupe, tu sais, tous les autres enfants regardent ça. Fait qu'évidemment, tu comprends que le petit Marco, quand il est arrivé au tableau, il voulait que son dessin soit aussi beau que celui de Françoise. Fait que lui aussi, il a mis des hublots, puis lui aussi, il a mis une antenne. Mais c'est d'une absurdité là, tout à fait renversante. Que Cynthia Hind ait pu commettre une erreur comme celle-là, elle qui a aucune formation dans le domaine professionnel de la médecine, dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychologie, était quand même excusable. Que John Mack ait commis de telles erreurs, je vais réserver un peu, mais à mon avis, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Mack, je ne peux pas croire que Mack ne savait pas ou ne se rendait pas compte qu'il dirigeait ces questions de manière à ce que les enfants racontent un récit qu'ils voulaient entendre. Et à ce moment-là, à mon avis, il a perdu toute crédibilité. C'est vraiment épouvantable. Quand on regarde ça, c'est épouvantable. Ben merci Christian, puis dormez là-dessus tout le monde. Donc un documentaire qui est, on va dire déjà coussi-coussa. Ouais, coussi-coussa, puis qui a déjà sa ligne de pensée en fait. Oui, absolument. Donc c'est pas objectif, tu sais, de non, c'est de ça, montrer merci de chercher le terme. Méfiez-vous là, quand on commence en vous disant là, les enfants ne mentent pas. Dites-vous qu'il y a un agenda en arrière de ça parce que les enfants mentent, puis ils sont extraordinaires pour mentir quand ils savent qu'ils ont un bénéfice à en tirer. Et voilà, ben bonne soirée Christian et on se dit à demain. Ça me fait plaisir, on se parle demain. Merci. Ça marche. Bye bye, ciao. Bye. Radio X-Files. Radio X. Hey, je t'écoute aller là. Tu sais qu'au son, tu conduis vraiment bien. Si t'étais avec Intact Assurance puis que t'avais l'appli, elle pourrait te faire économiser sur ta prime pour te remercier de rendre nos rues plus sécuritaires. Mais bon, tu l'as bas. Mais je n'ai quand même à souligner ça. Fac! Visite intact.ca ou parle à ton représentant d'assurance. Les conditions s'appliquent. C'est tellement beau, là. Juste plate qu'on soit à la radio. Kia Cap Santé et Kia Laurier Station sont fin prêts pour l'hiver et vous offrent une réduction de taux de 1% pour les clients admissibles sur l'ensemble de la gamme Kia. Tous les propriétaires actuels d'une Kia obtiennent une réduction de taux de 1% sur nos Sorento et Sportage 2023 avec son taux financement à partir de 3,99%. Optez pour le tout nouveau Kia Seltos 2023 avec sa traction intégrale et son taux financement à partir de seulement 2,99%. Vous en avez toujours plus avec le prix du gros chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Je viens d'aller voir mon chum au salon funéraire. J'aurais aimé le voir dans notre salon, celui dans la maison qu'on vient d'acheter ensemble. Mais ça arrivera plus jamais. Parce que mon chum, il s'est enlevé la vie. Si je vous en parle, c'est parce qu'à chaque jour, il y a plus de 200 personnes au pays qui tentent de s'enlever la vie. 12 vont y arriver. Comme Alex. On doit changer ça. Le 25 janvier, c'est la journée Belle Cause pour la cause. Pour remplacer une, plusieurs ou toutes vos dents, confiez vos soins en implant dentaire au Dr Steve Bernier, spécialiste et expert en implant dentaire. Expérience, expertise et sécurité. Consultation sans frais, financement sur place. Dr Steve Bernier, 88 835 58 58. Un environnement sans fumée, ça vous parle? C'est ce qu'offriront les condos à louer La Vigie version 2 à Sainte-Foy. Un immeuble neuf livré pour juillet 2023, près de tous les services. Pour plus d'informations, visitez immeublesroussins.com. Cet hiver à Wendake, partez à la rencontre du peuple Huron-Wendat. En forêt, découvrez l'histoire et la culture de cette nation dans un parcours nocturne lumineux, interactif et immersif créé par Moment Factory. Vivez une expérience hivernale unique. Billets sur onvoilumina.ca. Victime d'un accident, Slogar mettra tout en œuvre pour vous aider à récupérer 100% de votre dû auprès de la SAAQ, de la CNESST ou de votre assureur privé. Slogar. Récupéré à 100%. Visitez slogar.ca. Première rencontre, 100% gratuite. Osez le charme et la séduction pour la femme sensuelle qui sommeille en vous. Craquez pour une lingerie sexy, offerte en taille régulière et en taille plus. De quoi convenir à
toutes les silhouettes. Partagez le plaisir. Sensationplus.com. Livraison rapide et discrète. Vous déménagez? Offrez-vous la crème de la crème des services de déménagement avec Bro Déménagement. Nos déménageurs sont forts et minutieux. Notre service est simple et efficace. Et vous pouvez même demander votre soumission en ligne. Réservez votre date maintenant. Visitez le brodéménagement.com. Je te dis que je viens de faire une bonne affaire. Mon chum nous a montré une facture de connexion Internet à plus de 110$ par mois. Hey, wow, les